Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça Et va. le week-end? Un week-end un peu mouvementé, hein, pour des raisons familiales. Mais bon, globalement, il s'est bien passé. D'accord. Oui. Alors, l'actualité internationale nous emmène où en France? Eh ben, on va essayer de commenter les élections législatives qui étaient les plus attendues en Europe. Il faut savoir que ce week-end, c'est la France qui passait pour le premier tour des élections législatives anticipées, hein, déclenchées par Emmanuel Macron à la suite du très très mauvais résultat de sa formation politique lors des dernières élections européennes. Et puis, après la France, le week-end prochain, on aura aussi d'autres élections législatives anticipées, mais cette fois-ci au Royaume-Uni. Et bien, comme en France, le parti au pouvoir ou le parti majoritaire dans la mandature sortante, les partis qui étaient majoritaires se trouvent en très très mauvaise posture. Il faut savoir que les premiers résultats ont été véritablement n'ont fait que confirmer ce que les sondages ne disaient depuis plusieurs semaines, à savoir que le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, est arrivé en tête avec plus de 33% des suffrages. Mais c'est ce qu'il voulait éviter, non? Vient en deuxième position le nouveau Front populaire, parti, la coalition des partis de gauche. Mélenchon est dedans? Oui, elle est fiée dedans, avec beaucoup de difficultés, puisque dans ce nouveau Front populaire-là, il y avait eu des tensions concernant la désignation du futur Premier ministre en cas de victoire de la gauche à ces élections législatives-là. Et évidemment, Jean-Luc Mélenchon avait laissé paraître qu'il pourrait être le candidat pour occuper le poste de Premier ministre, ce qui a immédiatement valu des réactions hostiles de certains leaders politiques, dont Raphaël Glucksmann, qui est le chef de file du Parti socialiste lors des dernières élections européennes et qui avait fait un très très bon score. Il avait remporté plus de 20% des suffrages. Et donc, ça a amené évidemment Jean-Luc Mélenchon à revoir un peu sa copie. Et il faut savoir que les leaders des partis de gauche qui sont dans ce nouveau Front populaire se sont entendus que c'est le parti qui aura le plus de députés au sein de cette coalition qui sera chargé de désigner le futur Premier ministre. Mais bref, pour le moment, évidemment, eux, ils arrivent en deuxième position avec 29% des suffrages. Et puis, en troisième position, le parti présidentiel Ensemble avec seulement 20% des élections, des suffrages. Et derrière, il y a évidemment le parti Les Républicains, sans Éric Ciotti. Il faut savoir que le parti s'est scindé en deux. Il y a une véritable guerre fratricide qui oppose d'un côté Éric Ciotti, qui a décidé de signer un accord avec le Rassemblement national et Marine Le Pen, un accord pour ces élections législatives et éventuellement participer au futur gouvernement. Et de l'autre côté, l'autre frange de certains cadres du parti qui n'acceptent pas cette alliance-là d'Éric Ciotti et de Marine Le Pen et qui ont même esté une action de justice en vue de le destituer. Alors, cette première phase-là a été remportée par Éric Ciotti qui a pu obtenir de la part de la justice le fait qu'il soit réhabilité et maintenu dans ses fonctions, alors que ses adversaires ont décidé de poursuivre la bataille judiciaire et cette fois-ci, je crois qu'ils se sont pourvus... Ils ont interjeté appel. Et donc, on attend aussi les résultats de cet appel-là. Donc, les véritables perdants de ces élections anticipées, c'est la droite modérée, avec le parti Reconquête, avec l'ensemble des partis qui soutiennent Emmanuel Macron, et puis les Républicains qui ont décidé de ne pas s'allier justement au Rassemblement national. Et donc, c'est ce visage-là qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle configuration. Maintenant, est-ce que le Rassemblement national pourrait avoir la majorité absolue? Ça, on va voir au cours du deuxième tour, parce que par rapport, par exemple, à 2022, il n'y avait que 8 triangulaires. Or là, il y en a plus de 200. Donc, ça veut dire que les tractations vont être intenses. Ça dépendra aussi. On va voir à partir de demain, parce qu'aujourd'hui, il y a la liste de les candidats qui vont décider de se maintenir au second tour, notamment dans les circonscriptions où
aucun candidat n'a pu obtenir la majorité absolue au premier tour. Donc, ceux qui vont venir pour se maintenir au second tour, c'est à partir de là qu'on va voir, qu'on en saura un peu plus sur, en réalité, les forces en présence et sur les potentialités qui pourraient s'ouvrir en termes de perspective sur le basculement d'un groupe ou d'un autre. Et la troisième chose qu'il faut déjà retenir, c'est l'implosion aussi du parti présidentiel. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, Horizon, le parti d'Édouard Philippe, eux, ils ont décidé déjà de repartir en campagne pour le second tour, mais plus sous la bannière d'Ensemble. Ils vont déjà sur la bannière de leur parti propre. Donc, ils ont déjà acté le parti du président, là, c'est plus bon. Hein, ça non, c'est plus bon. Exactement. C'est-à-dire que dans la majorité présidentielle sortante, ils ont déjà acté que, en fait, le macronisme est mort. Donc, étant donné que le macronisme est mort, étant donné qu'Emmanuel Macron est à son dernier mandat, et donc il ne pourra plus se présenter pour un troisième mandat, donc on pense déjà à l'après-Macron. Et donc c'est ce qui se passe déjà au sein de sa propre majorité. Et donc on voit déjà que ces partis-là vont déjà en ordre dispersé pour essayer de sauver un maximum de meubles en vue de se préparer maintenant pour les 2 ans et demi qui restent pour la prochaine élection présidentielle. Voilà ce qu'on peut d'ores et déjà retenir. Mais le grand gagnant, pour l'instant, ce sont les partis que Emmanuel Macron appelait les partis extrêmes, c'est-à-dire le Rassemblement national. Mais est-ce qu'ils sont aussi extrêmes qu'on peut le croire? Non, en réalité, non. Parce que quand vous Donc, en fait, c'est les autres partis qui diabolisent le RN. Mais bien sûr. Mais vous savez, Emmanuel Macron a toujours basé son discours politique sur la gestion de la peur. Il ne faut pas oublier qu'en 2017, quand il arrive, au deuxième tour, il demande aux Français de lui accorder ses suffrages pour ne pas permettre à Marine Le Pen d'être présidente de la France, parce qu'elle représente l'extrême droite. Elle représente ce qui est en dehors du champ républicain ou de l'arc républicain. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, le champ républicain ou l'arc républicain. Dès lors que le Rassemblement national est un parti politique légalement constitué et qui respecte les règles de la République, on ne peut pas dire qu'il n'est plus dans le champ républicain. D'accord ? Donc, on va commencer à dire c'est les valeurs et tout ça, ça ne veut rien dire. Et donc, de ce point de vue-là, Emmanuel Macron, il a gouverné par rapport à la peur. Et puis en 2022, il a gouverné toujours, il est revenu avec la même rhétorique. La peur de Marine Le Pen, la peur de la guerre en Ukraine, la peur du Covid. Il ne faut pas oublier qu'en 2022, il avait refusé de débattre face à Marine Le Pen pour le second tour. Et donc, c'est dans cette gestion de la peur-là qu'il a su se maintenir au pouvoir. Malheureusement, c'est un discours qui ne tient plus parce que les Français font face à des réalités liées à la sécurité, liées surtout à l'inflation, au coût de la vie, l'accès à l'énergie qui est difficile. Donc les Français ont de plus en plus de mal à boucler leur fin du mois. Et surtout, le chômage ne diminue pas de façon spectaculaire. Emmanuel Macron avait expliqué lorsqu'il était arrivé en 2017 qu'il n'y avait plus de gauche ni de droite, il fallait que tout le monde soit uni et que derrière, en réalité, le problème de la France, c'était que on avait une vieille garde qui n'était plus capable de voir le monde tel qu'il était et tel qu'il se développait pour pouvoir se projeter véritablement vers l'avenir. Donc lui, avec sa jeunesse, il incarnait véritablement ce lien avec son époque. Et donc c'est pour cette raison que les Français avaient cru à ce discours-là. Et donc malheureusement pour eux, 7 ans plus tard, 7 ans et demi plus tard, ils déchantent majoritairement. Et c'est la raison pour laquelle on voit des partis comme le Rassemblement national qui ont su surfer justement sur cette incapacité à Emmanuel Macron à pouvoir concrétiser ses promesses pour gagner un peu plus en visibilité, en notoriété, en influence. Il ne faut pas oublier que avant Emmanuel Macron, le Rassemblement national, c'était 8 députés à l'Assemblée nationale. Mais il faisait un score quand même au présidentiel. Il y avait une fois, Le Pen est arrivé en 2e place. Oui, en 2002 et Marine Le Pen aussi en 2017. Mais si tu veux, d'un point de vue au niveau législatif, et c'est ce qu'on disait toujours, c'est-à-dire qu'on disait que le RN, c'est un parti, certes au niveau de la présidentielle qui faisait le très bon score, mais au niveau des européennes et au niveau des législatives ou encore des municipales qui sont des élections locales, étant donné qu'elle faisait de mauvais résultats, ça voulait donc dire qu'elle n'avait pas véritablement un ancrage local d'un point de vue politique. D'accord. Et par conséquent, ce n'était pas un grand parti. Or, on voit que le RN, en à peine 10 ans, a su rattraper ce retard-là, a su
mailler l'ensemble du territoire français. Et on l'a vu en 2022, ils sont passés de 8 députés à 89 députés. Et je pense que Emmanuel Macron ou les partis qui sont alliés à Emmanuel Macron n'ont pas, lorsqu'ils ont vu cette percée spectaculaire, ils pensaient pouvoir l'arrêter, mais il était déjà trop tard. Le Rassemblement national s'était déjà confortablement installé, aussi bien au sein du paysage politique et médiatique français, parce qu'on a dédiabolisé le Front national. Les gens ont commencé à leur accorder, si tu veux, une ouverture, un espace médiatique pour pouvoir s'exprimer. Un leader qui est jeune, élégant, qui parle bien. Et puis en dehors de ça, vous avez des gens comme Éric Zemmour qui pendant 5, 6, 7 ans ont diffusé des idées d'extrême droite à la télé. Il ne faut pas l'oublier. Éric Zemmour a diffusé des idées d'extrême droite. Et donc, lorsque l'on regarde même son positionnement sur l'échiquier politique, il se considère comme de droite, mais il est beaucoup plus proche de l'extrême droite que de la droite traditionnelle. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui font qu'au cours du temps, au fil du temps, le Rassemblement national a su rattraper le retard qu'il avait par rapport aux autres partis en termes d'implantation sur le territoire national. Et on le voit aujourd'hui, au premier tour, ils ont plus de 33% des suffrages. Ça représente entre 230 et 280 députés déjà au premier tour. Et avec les 200 triangulaires qui sont là, on va maintenant voir quel sera le comportement des autres partis, notamment le comportement du nouveau Front populaire dans des circonscriptions où elle arrive en 3e position et où en face, il y a soit le RN et Ensemble, ou bien la majorité présidentielle. Quelle sera l'attitude? Bon, pour le moment, les candidats, selon les candidats de gauche qui sont dans le nouveau Front populaire, selon Olivier Faure, qui est le président du PS, l'une des formations de ce nouveau Front populaire, a dit que pour les candidats de gauche qui sont en 3e position dans des circonscriptions dans lesquelles on arrive en tête le Rassemblement national et Ensemble, ils appellent à ces candidats-là à se désister. Ils les appellent, ils ne leur enjoignent pas de désister. Ça veut donc dire que on verra d'ici demain, certains candidats peuvent se dire que... pour des candidats, ça implique quoi? Ça implique qu'ils retirent leur candidature et ils vont certainement demander à leurs électeurs de voter blanc. D'accord. Pour ne pas faire passer le RN. Ah, pas forcément. C'est-à-dire pour dire que, bon, comme c'est le RN et Ensemble, ils ne peuvent pas dire officiellement de voter pour Ensemble, ça n'aurait aucun sens politique, et encore moins pour RN. Mais au moins, c'est désistant, et en disant... Ils laissent le champ libre. Exactement. Maintenant, c'est ça. Maintenant, reste à voir, vous pouvez aussi avoir dans certaines circonscriptions, certains candidats de gauche qui peuvent se dire que moi, je peux avoir mon épingle à tirer. C'est-à-dire qu'entre la guerre fratricide qui va se faire entre Ensemble et le Rassemblement national, moi, candidat de gauche, je peux venir derrière en sous-marin, essayer de grappiller des voix et peut-être l'emporter. Donc, c'est de pari que certains, peut-être, candidats de gauche vont faire. Maintenant, ça, on en saura un peu plus à partir de demain, puisqu'on aura maintenant la liste de tous les candidats qui vont concourir pour le second tour de cette élection. Le second tour, c'est dimanche. C'est dimanche prochain. Donc, ce qui est clair, c'est que les deux premières grandes informations à retenir de ce premier tour, c'est la percée du Rassemblement national, qui est conforme à ce que les sondages ont toujours annoncé. Donc ça montre véritablement le maillage politique du Front national, cette percée-là. Et puis deuxièmement, la dégradation, ou si tu veux, la fin du macronisme avec l'implosion également de Ensemble, la majorité présidentielle. Donc si le RN arrive en premier dimanche, ils vont prendre Ça dépend. S'ils ont la majorité, s'ils ont plus de 300, je crois que c'est 370. Il y a près de 500 candidats, 500 sièges. 577 sièges. Donc, s'ils ont 300, c'est énorme. S'ils ont plus de 350, je crois, par là. S'ils ont la majorité absolue, oui, effectivement, ils auront tous les leviers pour gouverner. Et c'est ce qu'ils cherchent. Parce que dans la configuration actuelle de la Ve République, il est difficile pour une majorité relative de pouvoir gouverner sereinement. C'est ce que Emmanuel Macron a tenté au cours des deux premières années de son second mandat là. C'est-à-dire que la coalition présidentielle avait une majorité relative. Elle espérait, en fonction des textes, pouvoir négocier soit avec le Rassemblement national, soit avec les Républicains pour pouvoir faire passer ces textes. Mais ils se sont très vite rendus compte que ce n'est pas dans la mentalité de la Ve République d'être dans la négociation permanente pour faire passer les textes. Dans la mentalité de la politique française, dans la Ve République, c'est-à-dire qu'on est un groupe qui est là, qui gouverne, et quand il gouverne,
il fait passer les textes sans problème parce qu'il a la majorité. Donc, ça permet au gouvernement d'avoir toute la latitude de pouvoir agir en matière de politique, quel que soit le domaine. Et donc là, lorsque vous êtes dans une situation où vous êtes en majorité relative, vous êtes obligé tous les jours, sur tous les textes, sur tous les amendements, sur tout, à négocier. Et ça, véritablement, ce n'est pas dans la mentalité des hommes politiques français. Parce que, évidemment, le système politique est configuré de telle sorte qu'il n'y ait pas de négociation permanente. Il y a des négociations, peut-être dans le cadre de la mise en place d'une coalition qui vise à remporter les élections. Mais une fois que les élections sont remportées, une fois que la coalition est au pouvoir, c'est elle et elle seule qui gouverne. Ou bien le parti en question, c'est lui et lui seul qui gouverne. Mais entre un parti qui a la majorité absolue et une coalition, il vaut mieux avoir un parti. Toujours dans la configuration actuelle. On l'a vu, par exemple, avec François Hollande, lorsqu'il avait remporté les élections législatives. Je voulais te poser la question, mais François Hollande, il s'est positionné aux législatives. Oui, il s'est présenté comme candidat pour la députation en Corrèze. Il était déjà président. Ben oui, c'est un choix. Il estime qu'il est de son devoir de lutter contre les extrêmes parce qu'il voit que le Front National revient. Et donc, pour lui, il veut combattre les idées. C'est logique, tu étais président, tu te retrouves député à l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'il a même une idée derrière plus forte, c'est d'être Premier ministre. Imaginez si le nouveau Front populaire remporte les élections, qui est-ce qui va à la primature ? Je ne pense pas que des gens comme Olivier Faure, ils ne font pas l'unanimité. Fabien Roussel, il a perdu, il a été battu au premier tour. Jean-Luc Mélenchon, n'en parlons pas. Donc, quelle est la personnalité, ou Raphaël Glucksmann, quelle est la personnalité qui pourrait être consensuelle dans la gauche? Si François Hollande remporte son élection législative, il devient député, et que si c'est la gauche qui a la majorité absolue, eh ben, je pense que Emmanuel Macron serait obligé, ou voire même le nouveau Front populaire, serait obligé de prendre cette personnalité consensuelle. Ça s'est déjà passé dans l'histoire de la France. Non, pas encore. Qu'un ancien président soit premier, non. Mais il y a toujours un début à tout. Donc, je pense que derrière, et puis derrière aussi, si cela pourrait arriver, bon, c'est un scénario encore improbable, mais soyons dans la politique fiction, et si la gauche parvenait à remporter la majorité absolue, et si François Hollande devenait Premier ministre, ce serait aussi un coup de pied à l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que François Hollande était président de la République lorsqu'Emmanuel Macron était son ministre de l'économie. Il était son secrétaire général adjoint à l'Élysée. Et donc, François Hollande n'avait jamais digéré qu'en 2017, Emmanuel Macron, qu'il considère être comme celui qui l'a fait entrer dans l'arène politique, que ce jeune Emmanuel Macron l'ait trahi en se présentant à l'élection présidentielle de 2017. Donc, il a vécu ça comme un véritable coup de poignard dans le dos. Il lui aura fallu de nombreuses années pour pouvoir digérer ça. Et ce n'est que récemment, au cours des événements politiques que l'on observe là, que l'on a vu maintenant François Hollande tenter de revenir petit à petit sur la scène politique française. Donc, je pense que tout ça concourt à cet objectif-là, de revenir sur la scène politique, et pourquoi pas, si la gauche l'emporte, de revenir au centre même de l'arène politique en étant le locataire de Matignon. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va en musique, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.